Mais Traoré, loin de trembler, répond d'une voix de granit. « Je ne négocie pas avec les extorqueurs, je ne fléchis pas devant la menace. Je n'abandonnerai jamais mon peuple parce qu'une puissance étrangère me l'ordonne. » D'un geste sec, il met fin à la conversation. En quelques phrases, il vient d'humilier un dirigeant d'une nation redoutée, brisant le scénario écrit à l'avance par des stratèges étrangers. Aussitôt, il convoque son état-major. Les membres de son premier cercle, le ministre de la Défense, le chef du renseignement, le conseiller aux affaires étrangères, se précipitent dans la salle de crise. Un enregistreur sur la table diffuse les menaces de Netanyahou. Le silence est lourd, la tension palpable. Tous comprennent, ce n'est plus une simple question de politique, mais de survie. L'intégrité du Burkina Faso, la dignité de 22 millions de citoyens, tout est en jeu. Ce genre de pression n'est pas nouveau pour les pays africains. Depuis l'indépendance, l'histoire du continent est jalonnée d'ultimatums, de coups de fil nocturnes, de menaces à peine voilées. On pense à Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, assassiné après avoir refusé de se plier à la volonté des anciennes puissances coloniales. Ou à Thomas Sankara, qui a défié la domination étrangère et payé de sa vie ce choix. Les pressions étrangères, qu'elles viennent d'Europe, d'Amérique ou du Moyen-Orient, prennent souvent la forme de chantage économique, de sanctions, de conseils sur la bonne marche des affaires nationales. Le cas du Burkina Faso ne fait que raviver ce vieux réflexe de domination. Dans les années 60, par exemple, la Guinée de Sékou Touré a subi un véritable blocus de la part de la France après avoir dit non à la communauté française. Les caisses de l'État ont été vidées, les infrastructures sabotées, mais le peuple guinéen a tenu. Plus récemment, au Zimbabwe, le refus de Robert Mugabe de céder devant les pressions occidentales a entraîné sanctions et isolement, mais aussi un mouvement de solidarité panafricaine. Ce sont des précédents qui hantent la mémoire collective des dirigeants africains. Traoré et son équipe le savent. Céder, ce serait trahir la confiance du peuple. Renoncer à la souveraineté, transformer le Burkina Faso en marionnette. Mais résister, c'est risquer la déstabilisation, la ruine économique, l'isolement diplomatique. Le dilemme est insoutenable. Pourtant, c'est dans l'adversité que se révèle la trempe d'un leader. Revenons à la situation du Burkina Faso. Un pays enclavé, sans accès à la mer, sans armée suréquipée, sans siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, sans influence majeure sur les marchés mondiaux. Sur le papier, il semblerait condamné à plier. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples où la détermination d'un petit pays a changé la donne. En 1956, l'Égypte de Nasser a nationalisé le canal de Suez, défiant la France, le Royaume-Uni et Israël. Malgré une intervention militaire, la pression internationale a finalement contraint les puissances occidentales à reculer. Et si, en 48 heures à peine, un simple nom prononcé dans le secret d'un bureau présidentiel pouvait bouleverser le destin non seulement d'un pays, mais d'un continent tout entier. Imaginez la scène. Il est 3h17 du matin. Le palais présidentiel de Ouagadougou dort encore, mais dans le bureau du chef de l'État, la lumière bleue d'un téléphone vibre. Le silence est brisé par une voix glaciale, sans trace d'émotion, celle de Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien. Son message est aussi tranchant qu'une lame. Capitaine Traoré, vous avez exactement 48 heures pour restaurer nos contrats miniers, rétablir nos partenariats de surveillance, annuler chaque décision qui va à l'encontre des intérêts israéliens au Burkina Faso. Faites-le immédiatement ou affrontez un choix simple. Fuir le pays comme un lâche ou céder votre présidence à quelqu'un qui saura coopérer. La menace est limpide. Restituer les ressources ou tout perdre. C'est le pouvoir contre l'honneur. Fuir ou trahir son peuple. Obéir ou disparaître. Tel est l'ultimatum, répété une demi-heure plus tard, cette fois sans détour. 48 heures pour quitter votre poste et remettre le pouvoir à qui comprendra les règles du jeu. Sinon, nous assurerons personnellement que votre gouvernement devienne un avertissement pour tous ceux qui oseraient nous défier en Afrique. Face à la menace, Traoré refuse la panique et le compromis. Il choisit la voie de la résistance ouverte. C'est un pari fou, un acte de courage, mais aussi une stratégie qui s'appuie sur des leçons du passé. En 2010, face à la pression de la France pour évincer Laurent Gbagbo de la présidence ivoirienne, certains pays africains avaient plaidé pour une solidarité régionale, sans succès. Cette fois, Traoré veut aller plus loin. Il sait que la résistance ne se construit pas seule. Il prend alors une décision inédite, mobiliser les alliés inattendus. Il compose un numéro à Caracas.
À l'autre bout du fil, le président vénézuélien écoupe le récit de la menace israélienne. Nous avons vécu pareille situation avec les États-Unis, rappelle son interlocuteur. Le Venezuela propose une assistance discrète, partage de renseignements, soutien diplomatique à l'ONU et même l'envoi de vivres en cas de blocus. Traoré enchaîne les appels. Téhéran, Moscou, Pékin. À Téhéran, on lui rappelle la fermeté de l'Iran face aux sanctions occidentales depuis plus de 40 ans et on lui propose un accès prioritaire au pétrole en échange de produits agricoles burkinabais. À Moscou, l'on évoque le souvenir de l'aide soviétique à l'Angola lors de la guerre de libération contre l'Afrique du Sud et un soutien logistique est promis. Spécialiste en cybersécurité, formation militaire, équipement. De côté de Pékin, la réponse est plus prudente, mais la Chine rappelle qu'elle a soutenu de nombreux pays en Afrique contre l'ingérence occidentale. Elle offre de négocier de nouveaux contrats miniers, plus avantageux, et de financer des infrastructures en cas de suspension de l'aide occidentale. En moins de 24 heures, une coalition informelle se dessine, comme au temps de la conférence de Bandung en 1955, où les nations du Sud s'étaient unies pour refuser l'ordre colonial. Sur les réseaux sociaux, chaque vidéo, chaque photo prise lors des manifestations devient virale. Des influenceurs africains, mais aussi latino-américains et asiatiques, relaient le message du Burkina Faso. Un hashtag émerge. Hashtag dignité en 48 heures. Des artistes, des rappeurs, des écrivains africains s'en emparent. Un célèbre chanteur sénégalais, inspiré par la situation, compose une chanson intitulée « Debout Ouagadougou » qui fait le tour des radios du continent. L'onde de choc ne tarde pas. Dès le lendemain, la presse internationale s'empare de l'affaire. Ultimatum israélien au Burkina Faso. Crise diplomatique majeure en Afrique de l'Ouest, titre la BBC. Al Jazeera diffuse des reportages sur la nouvelle résistance africaine. La rue s'enflamme. À Ouagadougou, Bamako, Abidjan, Dakar, des milliers de manifestants descendent dans les rues. Les slogans fusent. Souveraineté ou rien. Non à l'ingérence. L'Afrique n'est pas à vendre. Les scènes rappellent les grandes marches de Soweto en 1976 ou encore les rassemblements pour la libération de Nelson Mandela. Face à cette vague de solidarité, la riposte israélienne ne tarde pas. D'abord, l'assaut économique. Gel des avoirs du Burkina Faso à l'étranger, suspension des transactions bancaires, pression sur les partenaires commerciaux africains et européens. Ensuite, la guerre invisible. Cyberattaques contre les banques burkinabais, sabotage des réseaux énergétiques, campagne de désinformation sur les réseaux sociaux. Traoré et ses proches sont dépeints comme des tyrans dangereux, des dictateurs inconscients mettant en péril la stabilité régionale. Ces tactiques rappellent les méthodes utilisées lors de la crise ukrainienne en 2014 ou des printemps arabes, où la guerre de l'information a précédé l'affrontement militaire. Mais loin de se fissurer, la solidarité africaine se renforce. À Accra, Lomé, Niamey, les chefs d'État convoquent des réunions de crise. L'Union africaine, longtemps critiquée pour sa lenteur et son inefficacité, réagit en urgence. Une session extraordinaire est convoquée. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dépoussière d'anciens protocoles de défense collective. Un diplomate chevronné, ayant vécu la crise du Mali en 2012, avertit. Si nous laissons tomber le Burkina aujourd'hui, demain ce sera le tour du Niger, puis du Ghana, puis du Sénégal. Dans les coulisses, des tractations s'intensifient. Le Nigeria, géant démographique et économique, propose une médiation. L'Afrique du Sud, forte de son expérience de la lutte contre l'apartheid et des sanctions internationales, envoie une délégation de juristes pour documenter les violations du droit international. Même le Maroc, souvent perçu comme un allié de l'Occident, se joint au mouvement, rappelant son engagement pour la souveraineté africaine depuis la conférence de Casablanca en 1961. Mais la résistance ne se limite pas aux chancelleries. Dans les marchés de Ouagadougou, les commerçants refusent d'utiliser les produits importés d'Israël. À l'université, les étudiants organisent des débats sur la souveraineté. Des collectifs de femmes reçoivent des formations en cybersécurité pour contrer la désinformation. Les radios communautaires diffusent des messages de solidarité rappelant l'importance du refus dans l'histoire africaine, de la révolte des Ashantis au Ghana à la résistance des Momo au Kenya. L'économie vacille, bien sûr. Les prix flambent, les réserves de devises fondent. Mais des solutions concrètes émergent. Les agriculteurs burkinabais, soutenus par des ONG du Mali et du Togo, organisent des circuits courts pour alimenter les villes. Les jeunes ingénieurs mettent au point des alternatives locales aux logiciels occidentaux, inspirés par le modèle cubain du paquet, un système de distribution hors ligne de contenu numérique inventé pour contourner l'embargo américain.
Mais une question obsède chaque dirigeant africain. Jusqu'où ira la résistance? Que reste-t-il à perdre quand tout semble déjà compromis? La peur change peu à peu de camp. La conviction s'installe. La souveraineté n'a pas de prix. Des voix nouvelles se lèvent. Des alliances se tissent. Jamais l'Afrique n'a paru aussi soudée. Le souvenir du refus du président égyptien Anwar el-Sadat lors du boycott pétrolier de 1973 ou du non de Mandela à la pression internationale pour abandonner la lutte armée sert de boussole. 48 heures se sont écoulées. À Ouagadougou, la tension est à son comble. L'ultimatum est passé, mais Traoré tient bon. Devant le palais, la foule atteint des dizaines de milliers de personnes. On scande son nom, on chante des hymnes populaires. Ce n'est plus seulement la lutte d'un homme, mais celle d'un peuple, d'un continent qui refuse la résignation. L'impact est immédiat. À Dakar, Bamako, Kinshasa, la nouvelle fait l'effet d'une onde de choc. En moins de 24 heures, 3 autres pays africains, le Mali, la Guinée et la République démocratique du Congo, annoncent la suspension et la révision immédiate de leurs accords militaires et miniers avec les puissances étrangères. La pression monte. L'Union africaine convoque une session extraordinaire. Pour la première fois, à l'unanimité, une résolution est adoptée. Aucun ultimatum extérieur ne pourra remettre en cause la souveraineté d'un État membre. De cette urgence naît le protocole de Ouagadougou. Ce pacte inédit engage chaque signataire à soutenir tout pays africain victime de pression ou de menaces d'ingérence. Les clauses sont simples. Assistance diplomatique immédiate, soutien logistique, défense collective si nécessaire. La solidarité n'est plus un vœu pieux, elle devient un principe gravé dans le marbre. Pour garantir son efficacité, une force d'intervention rapide panafricaine est créée, composée de contingents volontaires issus de tous les pays signataires. En quelques jours, la contagion est irrésistible. Le refus de Traoré devient un exemple repris dans les médias, enseigné dans les universités, célébré dans les chansons populaires. Les analystes parlent d'un basculement psychologique, une fierté nouvelle, la preuve qu'unis, les Africains peuvent résister à n'importe quelle menace. Pour la première fois depuis les indépendances, la soumission n'est plus une fatalité. La dignité circule, elle s'impose, elle inspire. Mais chaque victoire appelle ses menaces. Derrière les sourires officiels, les ripostes s'élaborent. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni expriment leurs préoccupations, suspendent une partie de leurs aides, réévaluent leurs accords commerciaux. Les gouvernements africains savent qu'ils devront reconstruire des infrastructures souveraines, repenser leurs alliances, inventer des modèles économiques capables de survivre à l'après-ultimatum. Certains pays, comme le Rwanda, proposent de partager leur expérience en matière de transformation agricole et industrielle pour réduire la dépendance aux importations. Pourtant, une rupture irréversible s'est produite. Dans les écoles, les manuels d'histoire sont réécrits. Les enseignants racontent la nuit où le président Traoré a dit non. Les artistes, les écrivains, les penseurs s'emparent de cette renaissance. Au cinéma, un réalisateur nigérien annonce un film inspiré de la crise. Des podcasts africains abordent le protocole de Ouagadougou comme un modèle de résistance moderne. Ce renouveau ne se limite pas au prestige. Il s'agit d'une autonomie concrète, ressources protégées, dignité transmise, institutions innovantes. Une académie panafricaine du leadership voit le jour, formant une nouvelle génération à la souveraineté, à l'autonomie, à la gestion de crise. Un réseau Internet continental est instauré, protégeant la circulation des données, assurant l'indépendance technologique. Dans les débats, une monnaie commune africaine s'impose comme symbole de la reprise en main des ressorts du développement. Une banque panafricaine de développement propose des microcrédits pour soutenir les entreprises locales face aux sanctions internationales. La vraie rupture, celle qui s'est propagée de Bamako à Kinshasa, puis jusqu'à Johannesburg, c'est le fameux protocole 48 heures. Ce protocole, enseigné dès l'école, discuté sur les plateaux télé, définit la manière dont une nation peut tenir tête face aux ultimatums. Les étapes sont claires, refuser la panique, mobiliser des alliances, innover en diplomatie et en solidarité. À chaque étape, des scénarios concrets sont étudiés. Par exemple, comment réagir face à un embargo sur les produits pharmaceutiques. Les étudiants proposent de relancer la production locale, de mettre en place des circuits parallèles d'approvisionnement, de solliciter des partenariats avec l'Inde ou le Brésil. Ce mouvement bouleverse de vieux schémas.
La fuite des cerveaux, fléau ancien, diminue. De plus en plus de jeunes diplômés choisissent d'investir leur énergie en Afrique, convaincus que la dignité n'est plus un discours, mais un chantier quotidien. Dans la technologie, la recherche, les arts, les médias, la fierté d'être africain s'allie à l'ambition et à la créativité. Des startups créent des applications pour contourner les coupures d'Internet. Des ingénieurs s'inspirent du modèle kényan de l'argent mobile pour développer des solutions de paiement indépendantes. Dans les entreprises, les studios de création, les marchés, cette fierté irrigue les pratiques. Être maître de son destin devient le modèle à suivre. L'économie s'émancipe, l'art s'exporte, les médias racontent des histoires de victoire et d'innovation. Par exemple, une radio communautaire du Burkina Faso lance une émission quotidienne sur les innovations locales, invitant les jeunes à partager leurs projets. Mais cette leçon universelle pose une question fondamentale. Dans un monde où la tension ne cesse de croître, comment chacun, à son échelle, peut-il transformer la menace en opportunité ? Quels sont les gestes concrets à adopter pour résister sans céder ? Le modèle forgé dans la résistance à l'ultimatum n'inspire plus seulement l'Afrique. En Amérique latine, des mouvements citoyens reprennent le protocole 48 heures pour défendre la souveraineté face aux multinationales. En Asie du Sud-Est, des ONG s'emparent du modèle pour protéger les droits des communautés face à l'extractivisme. Des webinaires réunissent des activistes africains, sud-américains et asiatiques pour échanger sur les stratégies de résistance. Ces initiatives s'accompagnent de conseils pratiques. Face à la désinformation, des ateliers de formation aux médias sont organisés dans les villages. Pour résister à la pression économique, les familles s'entraident, mutualisent leurs ressources, relancent des tantines. Les écoles enseignent aux enfants la valeur du refus, la force du collectif. Pour comprendre comment ce modèle s'incarne dans la vie quotidienne, il faut écouter les récits de celles et ceux qui, partout sur le continent, ont osé refuser la fatalité. À Bobo du Lasso, une coopérative de femmes s'est organisée pour produire du savon local, remplaçant les importations bloquées par les sanctions. Au Niger, des collectifs d'étudiants ont monté des réseaux de tutorat pour contourner les coupures d'Internet. À Lagos, une start-up développe une application pour sécuriser les communications en période de crise. Au niveau politique, les États africains mettent en place des groupes de contacts régionaux, des cellules de veille, des fonds de solidarité. Des diplomates africains négocient la création d'un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Des juristes élaborent un code de conduite pour protéger les lanceurs d'alerte et les défenseurs des droits humains. Dans la nuit épaisse, le monde entier retient son souffle. Mais une évidence s'impose. La force véritable n'habite ni la puissance des armes, ni le fracas des menaces, mais la dignité tranquille de ceux qui refusent de plier. 48 heures. C'est le délai accordé pour capituler ou résister. Mais dans ce laps de temps resserré, une troisième voie s'est dessinée. Celle du courage, celle de la souveraineté. Le geste de Traoré n'est pas qu'un défi lancé à une puissance extérieure. Il est un message à tout un continent. La soumission n'est pas une fatalité. Oui, la pression est immense, oui, les risques sont réels. Mais il refuse de confondre prudence et abdication. Cette décision n'est pas prise dans la solitude du pouvoir. Elle se construit dans l'écoute, la confiance, la solidarité. En rejetant l'ultimatum, Traoré n'a pas simplement risqué son avenir personnel. Il a ouvert une brèche dans le mur de la résignation, rappelant que la peur n'est jamais une destination, seulement un passage à traverser. Certains diront que la liberté coûte trop cher. Mais que vaut une liberté concédée dans le silence? Une indépendance négociée sous la menace? Il a choisi de payer le prix de l'insoumission, parce qu'il savait que la dignité ne s'achète pas. Ce choix, chacun peut le faire, à son échelle. Refuser de n'être qu'un spectateur, refuser de croire que tout est joué d'avance. À chaque croisée, il existe plus d'un chemin. Et parfois, celui qui paraît le plus risqué est celui qui libère tout un peuple. Ce récit n'est pas celui d'une bravoure isolée. Il prouve que le choix existe toujours et qu'il façonne, à chaque instant, l'avenir de tout un continent. Ainsi s'achève la dette narrative. La liberté naît précisément quand on cesse de croire que l'ultimatum est la seule issue. L'Afrique n'a pas à mendier son respect. Elle l'impose par sa constance, sa solidarité, sa capacité à transformer la menace en tremplin. L'appel à l'action n'est pas un cri, mais une invitation à ne jamais céder sur l'essentiel.
à se tenir debout même face à la tempête, sans haine ni arrogance, mais avec la certitude que la souveraineté ne se négocie pas, elle se vit ensemble.